C'est autour de ce livre qu'on va parler aujourd'hui. Delphine Minuit est grand reporter au Figaro. Elle a obtenu le plus grand prix, à ma connaissance, journalistique, et le prix Albert Londres. Elle a à son actif plusieurs livres. Je me rappelle, moi, de deux. Pintade de Téhéran. Et je vous écris de Téhéran. Elle a passé des années à sillonner le Moyen-Orient, elle connaît très bien l'Iran, et elle réside aujourd'hui, elle travaille à Istanbul. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions peut-être qu'on aura en tête pour les poser dans la situation actuelle si compliquée et si tourmentée du Proche-Orient en général, et de la Syrie bien entendu en particulier. Alors, chère Delphine, à vous la parole. Bonsoir. Donc je vais vous parler de cette histoire qui semble invraisemblable, de ces jeunes de Daraya. Cette histoire, elle commence par une photo que vous voyez derrière moi. C'est en octobre 2015. À ce moment-là, je viens juste de déménager à Istanbul, où j'assure la correspondance pour le Figaro, où je couvre le Moyen-Orient. Et je suis à Istanbul pour tenter de continuer à raconter ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie, sachant qu'il est à ce moment-là de plus en plus difficile d'aller sur place. Le régime syrien donne des visas pour Damas au compte-gouttes, et pénétrer en zone rebelle est de plus en plus complexe, puisqu'il y a aussi le danger d'être enlevé par des groupes rebelles djihadistes. Donc qu'est-ce qui nous reste quand on est journaliste et qu'on a ce souci de la proximité pour mieux raconter l'information et aussi lutter contre toute la propagande, en l'occurrence du régime? Eh bien on essaye de contourner la situation. Je me rends à ce moment-là régulièrement à la frontière turco-syrienne, et comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, je surfe sur l'internet et sur les réseaux sociaux, où il y a une mine d'informations incroyables, mais dans laquelle il faut bien évidemment tenter de faire le tri. Et un jour, je suis sur Facebook, et je tombe sur la page Humans of Syria, et sur cette page, il y a cette photo, qui est la suivante, donc des jeunes qui sont entourés de murs de livres, dans cet espace assez incongru, puisqu'on voit que la situation est très sombre, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, la lumière semble artificielle, et je penche mes yeux sur la légende qui explique qu'il s'agit d'une bibliothèque secrète, une bibliothèque clandestine au cœur de Daraya. Et là, ça m'interpelle tout de suite, parce que Daraya, bien sûr, je connais son histoire, cette ville qui a été un des berceaux de la révolution de 2011, une ville qui s'est soulevée contre le régime, qui n'a cessé de prononcer des slogans pacifistes. C'est une de ces villes où, face aux premières balles lancées contre les manifestants, les forces du régime répondaient, enfin les forces du régime envoyaient des balles et les jeunes répondaient en offrant des roses et des bouteilles d'eau. À ce moment-là, je sais aussi que Daraya a subi un massacre au mois d'août 2012, qui a débouché sur un blocus imposé à la ville. Donc la ville a été assiégée à partir d'octobre 2012, et à partir de ce moment-là, il y a eu des bombardements quotidiens, parfois plus de 80 barils d'explosifs qui tombent sur cette enclave assiégée. La ville a également a subi les bombardements au gaz chimique de l'été 2013, qui a touché également d'autres banlieues rebelles de Damas. Et donc je suis intriguée par cette photo, et je me dis comment est-ce possible que dans une ville qui subit tant de violence, des jeunes parviennent à continuer à lire au fond cet effort, ce geste de lecture. Et donc j'essaye d'entrer en contact avec ces jeunes activistes donc, qui dirigent cette bibliothèque clandestine. De fil en aiguille, de contacts WhatsApp, Facebook, etc. J'obtiens un premier contact avec Ahmad, qui est un des cofondateurs de cette bibliothèque.
Et c'est là que je découvre qu'au-delà donc de cette bibliothèque, en fait derrière cette bibliothèque il y a toute une histoire. J'apprends qu'en fait il n'existait pas de bibliothèque avant la révolution à Daraya, et que ces jeunes ont ouvert cette bibliothèque au creux de la guerre, en pleine violence. Et comment ils l'ont mise en place, cette bibliothèque? Eh bien, à un moment donné, face à la violence qu'ils subissaient au quotidien, ils ont décidé d'aller récolter les miettes, je dirais, de ce qui pouvait leur rester de leur patrimoine culturel. Ils ont fait la tournée des maisons abandonnées, des maisons bombardées, des maisons en ruine. Et ils sont allés exhumer les livres qui restaient sous les gravats, sous les débris. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, ils ont réussi à récolter un fonds d'à peu près 15 000 ouvrages. Là, la photo qui défile, ça vous donne une idée un peu de l'état de destruction de la ville, avec une population qui vit essentiellement dans les décombres, en sous-sol, pour éviter, je dirais, contourner la mort. Et là, en l'occurrence, c'est une des rares photos. Donc, à chaque fois, toutes ces photos que je vous montre, ce sont des photos prises par les activistes eux-mêmes, par les activistes de Daraya. Et c'est une des rares photos où vous voyez des femmes. Parce que les femmes, bien évidemment, elles veulent se protéger. Elles veulent aussi protéger les enfants et elles passent l'essentiel de leur temps dans les sous-sols, sous les décombres. Et donc, qui est-ce qui va chercher les livres? Ce sont essentiellement les hommes. Et ce sont les hommes aussi qui créent au fil des années, enfin au fil des mois, cette bibliothèque. Donc vous voyez là par exemple un des activistes qui va récupérer les ouvrages au milieu des gravats. Cette bibliothèque, la voilà, donc elle prend progressivement forme. Il faut imaginer, hein, c'est vraiment le système D, il n'y a pas d'électricité, il fonctionne avec des groupes électrogènes qu'ils alimentent avec de l'essence. À un moment donné, il n'y a plus d'essence, donc ils sont obligés d'aller brûler du plastique pour fabriquer du fioul, et pour continuer donc à maintenir en vie cette bibliothèque. Ce qui est impressionnant avec ces jeunes, en fait, Ahmad, donc mon interlocuteur, me raconte qu'il s'agit d'un groupe d'à peu près 40 activistes. C'était des jeunes révolutionnaires qui sont sortis au début du soulèvement avec des slogans qui réclamaient tout simplement le changement, la réforme, et de fil en aiguille, ils se sont retrouvés confrontés à la violence. Ces jeunes, ce qui m'a beaucoup marqué dans les discussions au fil du temps que j'ai eu avec eux, puisque le seul moyen de discuter, c'était d'être en contact virtuel. Donc la lucarne de l'Internet est devenue notre fenêtre d'échange. Et donc, après Ahmad, ils ont défilé les uns après les autres derrière la vitre, et ils se sont confiés, ils m'ont raconté leur histoire, que j'ai donc essayé, au fil des semaines et des mois, de reconstituer pour en faire plus tard un livre. Et donc, ce qui est frappant avec ces jeunes, c'est qu'il y a toujours eu chez eux cette tentative, cette volonté de recréer de l'ordre dans le chaos. Et l'un d'eux a cette phrase très marquante qui est de dire que nous n'avons pas fait la révolution pour détruire, mais pour construire quelque chose. Et finalement, cette bibliothèque devient le symbole de cet engagement. Et donc, vous les voyez là, attablés, imaginez l'ambiance autour, les sons, les bombardements, etc. Et eux, ils essayent toujours en permanence de privilégier le temps de la concentration. Cette bibliothèque, ça peut paraître surréaliste, elle a des règles. Et sur un des poteaux de la bibliothèque, donc il y a une liste de règles où il est demandé aux gens de respecter le silence des autres pour qu'ils puissent continuer à lire, où il est demandé de rendre en temps et en heure son ouvrage si on l'emprunte. Et une belle leçon d'éthique aussi qu'il nous donne à nous également, c'est la suivante, c'est qu'ils mettent un point d'honneur à dire que ces livres qu'ils sont allés récupérer sous les décombres, ces livres ne leur appartiennent pas. Ces livres, l'idée c'est de les restituer à leurs propriétaires quand la guerre sera terminée. Et donc ils les numérotent, ils les organisent, et sur la première page de chaque ouvrage, ils apposent le nom du propriétaire de la maison dans lequel ils ont trouvé l'ouvrage, avec donc cette volonté de rendre ces ouvrages à ceux à qui ils appartiennent. Au fil du temps, cette bibliothèque se transforme en une agora souterraine, un lieu, une sorte de laboratoire d'expérimentation démocratique, puisque au-delà des livres qu'ils lisent, ils décident aussi d'organiser des mini-conférences où ils échangent sur la politique, sur la sociologie,
sur la façon de vivre et de respecter son prochain dans un huis clos, puisqu'ils sont condamnés à vivre entre eux. Il faut savoir que jusqu'au début du siège, Daraya, c'était une ville d'à peu près 250 000 habitants, donc une banlieue qui se trouve à 7 km de Damas. Et là, à ce moment-là, par exemple, au moment où vous voyez cette photo, ils ne sont plus qu'à peu près 12 000 survivants dans cette enclave. Et ils ne peuvent donc que compter sur eux-mêmes. Je dirais que l'intelligentsia en majorité est partie, vit en exil, en Jordanie, au Liban. Certains se trouvent derrière les barreaux, se trouvent dans la sinistre prison de Sadmaya. D'autres ont été malheureusement torturés à mort. Et donc ils se disent que voilà, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et donc c'est à nous de prendre notre destin en main et de nous instruire pour ne pas non plus sombrer dans la violence, voire dans l'extrémisme. Parce qu'il faut le reconnaître, à un moment donné, certains d'entre eux sont aussi tentés par les idées plus radicales, notamment du groupe du Front Al-Nosra, de Jabhat Al-Nosra. Et donc ils vont saisir chaque opportunité qui se présente à eux pour apprendre, pour s'instruire, pour enrichir leur connaissance. Et donc ils vont puiser dans les ouvrages qu'ils ont sous la main. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les ouvrages qu'ils ont récoltés, il y a de tout. Il y a des ouvrages de théologie, il y a des ouvrages de philosophie, de sciences politiques, mais il y a également Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a des pièces de théâtre de Shakespeare, il y a L'Alchimiste de Paolo Coelho traduit en arabe. Ils retrouvent un livre qui les aide beaucoup aussi à comprendre, parce que cette idée, c'est ce sont des jeunes, ils ont 19 ans au moment de la Révolution, ils connaissent très peu de choses de leur passé. Pour eux, le massacre de Hama, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y avait cette culture aussi du non-dit dans les familles, où c'était le silence qui primait. Donc ils tombent sur un ouvrage qui les fascine parce qu'ils avaient une méconnaissance totale de ce qui se passait dans les geôles du régime. Ils tombent sur La Coquille de Mustapha Khalife qu'un grand nombre d'entre vous ont certainement lu. Et donc c'est cette expérience de vie de l'intérieur de la prison, la sinistre prison de Palmyre, qui leur permettent de mieux comprendre à quel point ce système de la torture, de la répression est institutionnalisé au sein du clan Assad. Et donc à chaque fois qu'ils doutent sur le bien fondé de leur engagement, sur les raisons pour lesquelles ils se battent malgré tout par la pensée contre ces bombes, eh bien ils se ressourcent à travers ces livres. Donc ces livres, c'est un refuge, c'est une forme d'évasion, c'est une forme d'apprentissage aussi. Donc ce sont des armes d'instruction massive face aux armes de destruction massive qu'ils ont en face d'eux. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au fil du temps, cette agora devient vraiment leur université souterraine, leur université clandestine. Il y a une soif de savoir qui se développe, une soif de connaissance. Et quand ils ne trouvent pas dans la bibliothèque les ouvrages qu'ils cherchent, eh bien ils vont télécharger certains opus sur l'Internet. C'est comme ça que, par exemple, ils ont entendu parler d'un livre de développement personnel à l'américaine, de self-help, qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens efficaces » de Stephen Covey. Et donc, c'est un livre qu'en général on lit pour trouver des clés pour mieux réussir sa carrière professionnelle, mieux gérer ses relations aux autres, voire ses relations dans son propre couple. Mais eux, ils le lisent différemment, cet ouvrage. C'est un livre qui leur donne une sorte de mode d'emploi, de code de vie, voire de code de survie, encore une fois dans ce chaos généralisé dans lequel ils vivent. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, eh bien, il y a les copains qui organisent des fiches de lecture et qui font des mini-conférences, comme aujourd'hui entre nous, avec des diaporamas, et qui font des résumés de la situation pour leurs amis. Ce qui est très intéressant dans cette bibliothèque également, c'est qu'il n'y a pas que des activistes, il y a également des combattants de l'armée syrienne libre, qui passent l'essentiel de leur temps sur la ligne de front, à combattre le régime, et qui, dès qu'ils arrivent à saisir un moment de répit, viennent à la bibliothèque et empruntent des ouvrages. Et ensuite, ces ouvrages, ils les emportent sur la ligne de front et ils bouquinent. Donc vous en voyez quelques-uns là qui défilent sous nos yeux. Et ce qui est très fort dans mes conversations avec ces jeunes combattants, c'est que... c'est qu'ils me disent...
cette phrase qui est très marquante. Ils disent les livres nous ont aidés à rester humains, à rester en vie. Nous avons la mort en face d'eux. Je suis en train d'attraper une poussière. La mort en face d'eux, en face de nous. Ils nous disent nous avons la mort en face de nous, et ces livres nous rattachent à la vie et nous ramènent à un sentiment de, je dirais, de normalité. Avec cette idée que si nous continuons à puiser une certaine ressource à travers ces mots, ça va nous aider à tenir aussi psychologiquement. Il faut savoir que dans cette ville assiégée de Daraya, il y a de moins en moins de nourriture également. À un moment donné, ils en sont réduits à consommer une simple soupe quotidienne à base de semoule, de bourroul et de feuilles qu'ils ramassent dans les rues. Donc ils se font des soupes aqueuses. Et symboliquement, ce que je trouve très très fort, c'est que au moment où les ventres se vident, eh bien, ils continuent à se nourrir de livres et d'ouvrages. Et de fil en aiguille, ils se mettent aussi à organiser des conférences aussi sur Skype. Ils arrivent à créer des mini-connexions. Et l'idée, c'est toujours de s'instruire et d'apprendre des expériences des autres. Donc, ils prennent contact avec des opposants syriens en exil. Ils conversent avec Georges Sabra, ils conversent avec Burhan Khalioun. Ils appellent l'activiste syrien Hadi Abdullah, qui à ce moment-là se trouve à Alep. Donc ils échangent aussi sur leur expérience en interne. Mais encore une fois, dans cette idée d'offrir une pensée plurielle face à la pensée figée imposée par le système, un jour, il décide aussi de converser avec le fils d'un ex-djihadiste palestinien pour essayer de déconstruire aussi ce discours islamisant et de montrer les risques que ce genre de discours peuvent également apporter. Et ce qui est fou, c'est que pendant toute cette expérience, qui va durer 4 ans, ce siège, c'est qu'ils n'ont jamais cessé de renouveler le débat, de renouveler le dialogue, de se ressourcer à travers les mots qu'ils lisent, les mots qu'ils vont écrire aussi, les mots qu'ils créent à travers des slogans, à travers des graffitis. C'est ce que vous voyez derrière moi. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un moment de trêve et que les bombardements cessent, ils ressortent la tête des trous et ils remontent dans les rues de la ville, et au milieu des ruines, ils dessinent l'espoir. Et là, je trouve que cette image est très symbolique. C'est un de ces jeunes qui est cofondateur aussi de la bibliothèque, Abou Malek Al-Shami, qui, sur les ruines de la ville, donc va dessiner la vie, avec beaucoup d'humour et d'ironie aussi. Là, vous voyez, c'est ce jeune, il n'y a plus rien, il n'y a pas de meubles, il n'y a plus de maison, et il regarde la télé, avec un bocal de poisson rouge. Il y a même du détail. Et donc, finalement, cette bibliothèque, c'est, je dirais, un des symboles de cette résistance de Daraya. C'est le symbole d'une volonté de s'accrocher en permanence aussi à la vie. Mais il y a plein d'autres activités qu'ils mènent en parallèle. Ils organisent régulièrement des manifestations. À un moment donné, c'est des jeunes aussi, ils veulent profiter de la vie et s'amuser. À un moment donné, ils vont décider d'assainir un terrain vague complètement criblé d'impacts, d'obus, de bombardements. Ils vont assainir ce terrain vague et ils vont en faire un terrain de foot. Et ils créent des équipes de foot avec des supporters de part et d'autre. Et à chaque fois, donc, ils essayent de réorganiser une sorte de semblant de vie, je dirais, au cœur du chaos. Ils créent également un journal qui s'appelle Karkabé, qui veut dire le foutoir. Donc c'est aussi une façon d'être dans l'autodérision et de se moquer de leur propre sort. Et ce journal, donc c'est une feuille de chou, ils ont récupéré une photocopieuse dans une maison abandonnée, et ils publient ce journal de façon mensuelle, qu'ils distribuent dans les sous-sols, qu'ils apportent aux femmes et aux familles, et qu'ils distribuent aussi aux combattants sur la ligne de front. Et donc il y a des pages politiques, il y a des pages sportives, il y a des pages dédiées également aux mots croisés. Alors le vocabulaire, ça c'est la parodie aussi, c'est toujours un vocabulaire qui est lié à la guerre. Et il crée un horoscope, qui n'est pas un horoscope comme on peut le trouver dans notre presse féminine ici.
c'est un horoscope qui se, entre guillemets, qui se fiche d'eux-mêmes. Et donc il change les noms des signes astrologiques et ça devient des signes militaires. Ils utilisent les termes comme la roquette, le checkpoint, le baril d'explosifs. Et les conseils qu'ils donnent sont entre guillemets à mourir de rire, puisque par exemple, ils se moquent des tunnels qu'ils passent leur temps à creuser et des sous-sols dans lesquels ils vivent. Et à un moment donné, voilà, un des conseils qu'ils donnent à l'un d'entre eux, c'est si tu, à force de creuser des sous-sols, peut-être que tu vas tomber sur un trésor. Un autre conseil qu'il donne, c'est si tu es invité à dîner chez un ami, ben, il faut mieux manger avant parce qu'il n'y aura rien à bouffer. Et ensuite, il y a une petite note de la rédaction qui dit que la rédaction et les rédacteurs de ce magazine ne sont en aucun cas responsables de ressemblance avec la réalité, et ce n'est que le pur fruit d'une simple coïncidence. Et ce qui est formidable avec ces gens-là, c'est que voilà, quelque part, ils incarnent cette troisième voie entre Damas d'un côté et Daesh de l'autre, qui occupe l'essentiel de la couverture médiatique. C'est une troisième voie de moins en moins entendue, qui nous échappe, puisqu'en l'occurrence, ces jeunes-là, étant assiégés, ils n'ont jamais eu aucun moyen de s'exprimer, de parler, de nous raconter comment ils vivent, ce qui se passe. En plus, ils vivent en sous-sol. Et c'est pour ça donc, que j'ai voulu rédiger cet ouvrage, afin d'immortaliser cette expérience, de dire que voilà, on ne pouvait pas savoir, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Voilà, cette histoire, elle a existé. Et c'est aussi cette volonté de rappeler que, voilà, ironiquement, on appelle ça une troisième voie, mais en fait, c'est la première voie. Ce sont ces jeunes qui, à un moment donné, sont sortis dans la rue pour réclamer le changement via la non-violence. Et ce sont ces jeunes qu'on a voulu nous présenter comme des djihadistes, comme des terroristes, pour justifier les bombardements permanents, pour justifier l'implication aussi de la Russie et de l'Iran aussi plus tard, en l'occurrence, qui est rentré dans le jeu de la guerre syrienne, montrer que ces gens-là, eh bien, ils ont bel et bien existé, qu'ils existent toujours. Ce sont des témoins très précieux par rapport à toutes ces années, ces 7 années depuis le début de la révolution syrienne qui malheureusement a basculé dans la guerre. Leur histoire, elle s'est malheureusement tristement terminée. Je vais terminer sur cette dernière image, puisque du jour au lendemain, à la fin de l'été 2016, ils étaient tellement à bout qu'ils ont été contraints à l'évacuation forcée. Et donc des bus ont été affrétés. Et ils ont eu un ultimatum, ça a duré 24 heures, c'était soit c'était rester ou mourir, ou bien partir et sauver sa peau, entre guillemets. Et donc, en 24 heures, ils ont dû remplir leur petit sac, ils n'avaient le droit qu'à un seul sac par personne. Donc pour certains, ils ont pris des ouvrages, pour d'autres, c'était des clés USB, c'était des disques durs, parce qu'ils ont énormément filmé aussi leur expérience. Et c'était cette volonté de sauver ce qu'ils pouvaient garder de la mémoire vivante de cette expérience de Daraya. Et ils sont partis par bus et ils ont été envoyés à 300 km au nord de leur ville, dans la région d'Idlib, qui se trouve à la frontière turco-syrienne, dans une région où pour la plupart ils n'avaient jamais mis les pieds. Et ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Ça a été une des premières expériences d'évacuation. On a beaucoup plus parlé en France je ne reviendrai pas sur Alep, mais c'est ce que les habitants d'Alep ont vécu un petit peu plus tard, après les habitants de Daraya. Et donc cette bibliothèque, eh bien, elle est restée orpheline. Et quelques jours plus tard, les soldats du régime de Bachar al-Assad sont arrivés et ont pillé les ouvrages. Donc vous voyez c'est une photo qui a été prise par un journaliste qui a réussi à rentrer à Daraya plus tard, donc un des soldats qui bien évidemment tourne le dos pour ne pas être reconnu et qui est en train de récupérer des livres. Et j'avais envie de terminer sur cette image parce que c'est un peu la même image du début. Donc c'était une image d'espoir, d'optimisme, et là c'est une image assez sombre. En même temps, ces jeunes sont incroyables parce qu'ils insistent toujours sur cette idée de cette expérience qui n'a pas servi à rien. Au contraire, pour eux, peut-être que la révolution a été mise en suspens,
Mais Ahmad me dit toujours qu'on peut détruire une ville, mais on ne peut pas détruire des idées. Et donc ces idées, elles sont toujours là. Elles n'ont pas été emprisonnées, elles sont toujours en vie. Elles sont toujours dans leurs esprits, dans leur mémoire. Et il y a aussi cette idée de la transmission aujourd'hui pour eux, pour empêcher la récidive. Et pour essayer, alors c'est de plus en plus difficile, hein, parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui à Idlib, entre d'un côté la pression des groupes islamistes, notamment de Hayat Tahrir al-Sham, qui est un peu l'extension de Jabhat al-Nusra, qui imposent leurs règles, avec aussi une pensée unique, hein, qui est imposée aujourd'hui. Et l'autre pression, c'est les bombardements russo-syriens qui ont repris sur certaines villes d'Idlib. Et malgré toutes ces pressions, certains de ces jeunes qui sont aujourd'hui à Idlib ont décidé de perpétuer l'esprit de Daraya et ont créé un bibliobus. Ils ont repeint un petit camion et ils ont décidé de faire la tournée des villages et de distribuer des livres aux femmes et aux enfants afin, encore une fois, d'offrir une alternative à la pensée unique qui, en l'occurrence, aujourd'hui à Idlib, devient la pensée ultra-islamisante, voire pour certains djihadistes. Et donc c'est comme ça qu'avec des petits arrangements, hein, avec les difficultés au quotidien, qu'ils essayent de maintenir éveillée donc cette troisième voie que j'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, on est, je dirais qu'on est en contact presque quasi quotidien. Moi, j'ai appris à utiliser WhatsApp grâce aux activistes syriens, parce qu'ils sont tout le temps connectés. Et même s'ils n'ont pas le temps de parler, ils nous envoient un smiley, un emoticon, où il y a ce système où on peut s'envoyer des messages sonores aussi. Et donc, il arrive parfois que, même s'ils sont sans connexion Internet pendant un certain temps, ils accumulent des messages sonores et qui... en l'espace d'une minute, vont défiler tout d'un coup sur mon téléphone. Donc ces jeunes aujourd'hui, ils sont un peu éparpillés. Enfin, c'est un échantillon, je dirais, symbolique de pas mal de groupes de résistants syriens aujourd'hui. Ils sont un peu éparpillés partout. L'un d'eux vit maintenant à Istanbul, donc on se retrouve régulièrement à Istanbul dans un café pour continuer à discuter de leur situation. Il a été blessé par un tir d'obus vers la fin du siège. Donc il s'occupe aujourd'hui plutôt de lui, il fait de la rééducation physique, il doit subir aussi une petite intervention chirurgicale à l'œil droit. Un autre vit à Gaziantep, où il a vraiment je dirais, il a son corps est en Turquie, mais son cœur est resté en Syrie. Et il travaille pour une ONG qui travaille avec la défense civile syrienne, avec les casques blancs. Et comme eux tous, essentiellement pour eux, enfin, il y en a beaucoup qui étaient des étudiants en ingénierie, donc c'est des petits génies de l'informatique et de la technique. Et avec ces copains, ils sont en train de développer un système qui permettrait de repérer les ondes quand il va y avoir des tirs, enfin des bombardements au baril d'explosifs, qui permettent par des systèmes de contact par radio, qui permettent de prévenir les familles pour qu'elles puissent aller se réfugier dans les sous-sols en temps et en heure avant d'être bombardées. Et puis donc Ahmad, le cofondateur de la bibliothèque, donc, se trouve toujours à Idlib, dans un petit village près de la frontière turque, un village qui se trouve près du poste frontière d'Atme, et donc il essaye à sa façon, avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer, il essaye toujours de se mobiliser au niveau de l'engagement civique et non violent pour sauver ce qui reste de cette révolution. Oui. Sinon, l'écriture, enfin, vous avez conversé avec eux toujours à travers Skype, c'est ça? Bon. Et puis, vous avez écrit au fur et à mesure cette histoire, ou bien c'est à la fin? Parce que ça paraît dans le livre comme un journal de bord, c'est-à-dire il y a une sorte une histoire, quoi, comme vous venez de la raconter, et on suit cette histoire du début jusqu'à la fin, pratiquement. Alors, vous avez écrit comment après? Ou au fur et à mesure de votre expérience? Lors de chaque conversation, j'ai enregistré, j'ai pris des notes. Mais je n'ai pas commencé à rédiger le livre immédiatement parce que nous étions
on était dans une situation d'attente. Il y avait beaucoup de fragilité aussi dans ce travail parce que en fait, ils ne savaient pas quel sort allait leur être réservé. On ne savait pas si à un moment donné ils allaient pouvoir quitter la ville ou tout simplement s'ils allaient pouvoir survivre dans ce chaos. D'ailleurs, un de mes interlocuteurs malheureusement a perdu la vie, un des jeunes combattants qui lisait Omar. Et donc, par respect aussi envers leur expérience, par pudeur, j'ai pas voulu tout de suite m'engager dans ce travail livresque. L'idée, c'était avant tout de sauver cette mémoire, sans savoir vers quoi ça allait déboucher. Et c'est au fil du temps que ça s'est imposé comme une évidence. Alors au début, moi, ce que je leur avais dit, c'est que mon rêve était d'immortaliser cette expérience de Daraya et d'en faire un livre. Et donc on s'était fait cette promesse que le jour où le livre serait achevé, je viendrais moi-même le déposer dans la bibliothèque et qu'il occuperait les rayons de cette bibliothèque parmi tous les autres ouvrages. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, qui n'arrivera jamais, puisque la bibliothèque a été entre guillemets engloutie. Et aujourd'hui, ce livre, quelque part, c'est une sorte de mémorial de papier. Ils n'auront malheureusement pas le droit à leur mémorial comme à Berlin. Je ne sais pas si vous connaissez cette place, Bebelplatz, où des années après l'époque nazie, quand le ministre de la Culture à l'époque, Goebbels, avait décidé de brûler les livres sur la place publique en 1933, parmi lesquels il y avait des ouvrages de Nietzsche, de Bertolt Brecht. Eh bien, sur cette place, symboliquement, des années plus tard, à la fin des années 90, un artiste est revenu sur cette place et a créé un mémorial qu'il a appelé la Bibliothèque engloutie. Et à quoi ressemble ce mémorial? C'est quand vous marchez sur la place, vous marchez sur une plaque de verre et vous vous penchez et vous voyez qu'il y a des rangées de livres, mais qui sont vides. Il n'y a aucun ouvrage. Mais c'est un mémorial pour la mémoire, pour ne pas oublier qu'à cet emplacement même, c'est là que des livres ont été brûlés. Malheureusement pour Daraya, je pense qu'ils sont réalistes aussi, ces activistes, ils savent que Daraya n'existe plus que dans leur cœur, Daraya ne va plus exister géographiquement parlant. Daraya est restée une ville fantôme, rasée à 95%. La rumeur au début circulait selon laquelle le régime voulait en faire une extension militaire de la base militaire de Mézé, mais apparemment aux dernières nouvelles, me disait l'un de ces activistes, l'idée serait plutôt de faire un peu comme Grozny, c'est-à-dire de tout raser et puis d'organiser une sorte de cité dortoir en délocalisant sur place, en participant à une transformation à la fois géographique et démographique et en délocalisant sur place des populations loyales par rapport au régime, afin d'effacer la mémoire, afin d'effacer cette expérience de Daraya. Merci. Je vais vous laisser la parole pour des questions ou de courtes interventions pour ceux qui ont lu le livre. Méthodique qui est suivi par le régime. Est-ce que, selon votre expérience, il y en a eu en Irak ou en Iran un tel déracinement? Oui, merci. C'est une bonne question. Je pense que là, la situation syrienne a atteint un paroxysme innommable. Parce que, et c'est pour ça dans le livre, à un moment donné aussi, j'utilise le terme d'urbicide, parce que ça semble vraiment très calculé. On l'a vu avec l'expérience de Daraya, on l'a vu avec l'expérience de Homs, on l'a vu avec l'expérience d'Alep. Il y a une volonté de transformation démographique, géographique. Il y a eu des déplacements de populations monstres. Aujourd'hui, à Idlib, la moitié de la population, ce sont des populations déplacées, sans compter tous ces réfugiés qui ont été forcés, contraints à l'exil. Je parle même en connaissance de cause par rapport à la Turquie où j'habite. Aujourd'hui, vous avez 3,5 millions de réfugiés syriens qui vivent en Turquie.
Et leur seul espoir de retour au pays, c'est même pas de retour dans leur propre ville, parce qu'ils savent aujourd'hui à quel niveau ils peuvent être aussi récupérés et exploités par le régime d'Erdogan. Et Erdogan, s'il veut les faire à un moment donné repartir en Syrie, ce sera pour les mettre dans cette zone tampon qu'il a toujours défendue, qui est cette zone à la frontière entre les deux territoire syrien et territoire turc. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que je pense que ça relève d'une véritable stratégie calculée, mais à niveau presque, je dirais, industriel, puisque ce n'est pas un exemple perdu comme ça dans la masse. C'est, en tout cas pour Daraya, c'est un exemple qui a été réitéré et qui s'est reproduit à différents niveaux dans d'autres villes du pays. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui et qui fait peur à nos activistes qui sont encore à Idlib, c'est qu'ils se disent que quand ils étaient à Daraya, ok, on les a envoyés à Idlib, ou quand ils étaient à Alep, on les a envoyés dans cette zone tampon. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune issue de secours. C'est une prison à ciel ouvert et c'est une survie permanente. Et où aller? La frontière est fermée et il est impossible de se réfugier en Turquie. Ils ne font face qu'à eux-mêmes, qu'à leur propre sort. Merci. Quelqu'un d'autre? Au fond? Merci Delphine pour cet exposé, merci pour ce travail magnifique. Je voulais dire un mot sur le livre parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve déjà que c'est un outil de combat pour nous, les Syriens à l'étranger, à l'exil ou qui sont à l'extérieur de la Syrie, parce que ce n'est pas seulement un travail qui inscrit cette bibliothèque c'est-à-dire dans un livre et qui va rester, qui va être lu et tout, mais aussi pour nous, ça nous aide dans notre combat d'aujourd'hui à parler de la société civile et de la résistance, parce qu'il nous manque malheureusement de plus en plus, il nous manque des exemples et il nous manque des épreuves. Donc quand ça vient de quelqu'un comme vous, et un écrivain, et un livre, et tout ça, c'est sûrement pour nous, c'est un outil très très fort pour notre modeste combat ici en France et ailleurs. Et je veux poser une question qui est un peu une question peut-être de luxe, parce que ça me choque l'image des hommes sans aucune femme. Et je me demande, est-ce que vous aviez eu l'occasion de parler avec eux de cet élément? Où sont les femmes surtout? Moi, j'y crois absolument et profondément au rôle de femmes syriennes et à la présence et à la résistance et à ce rapport avec la culture, la lecture et tout. Donc, pourquoi on ne voit aucune femme? Et puis, est-ce qu'il y a... Je sais pas, comme ça me fait penser à une image très drôle. C'est comme dans les hammams en Syrie, on fait des journées pour les femmes et des journées pour les hommes. Est-ce qu'il y a eu, peut-être il y a eu ça, je sais pas. C'est-à-dire qu'il fallait pas mélanger et du coup il y avait des journées pour les femmes. Parce que ça m'étonne beaucoup que les femmes à Daraya, ils n'ont pas voulu aller dans cette bibliothèque. C'est une très bonne question, merci. Alors, il faut savoir que vers la fin du siège, il n'était plus qu'à peu près 9000 personnes dans cette enclave de Daraya. Et beaucoup de femmes et de familles, notamment avec les enfants, étaient parties pour des questions de sécurité. Mais les femmes, elles étaient quand même là, sur place. Il y en avait à Daraya. Et il y avait d'ailleurs, elles ont joué un grand rôle, je dirais, au sein de la société civile de Daraya, puisque c'est grâce à elles qu'ont été maintenues en activité pendant ces 4 ans de siège 3 écoles dans des sous-sols. Donc là, c'est un parti pris pour moi, c'est-à-dire que j'ai voulu me concentrer que sur cette bibliothèque, parce que dans mon métier, je suis toujours convaincue que c'est grâce à des exemples concrets et humains à hauteur d'homme qu'on arrive aussi à raconter une histoire. Donc j'aurais pu faire le choix de raconter l'histoire d'une école. Et là, ça aurait été l'histoire racontée à travers ces femmes.
Ces femmes, je les évoque dans le livre en filigrane, parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison de dire qu'elles sont invisibles, en tout cas en l'occurrence dans la bibliothèque. Une des raisons principales pour lesquelles on ne les voit pas dans cette bibliothèque, et c'est ce que m'expliquaient ces jeunes à l'époque, c'est que quand vous recevez jusqu'à 80 barils d'explosifs sur votre ville par jour, eh bien, les hommes font le choix du risque, et le risque de ne pas revenir au foyer le soir, et les femmes font plutôt le choix de rester dans les abris, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a des nouveau-nés. Il y a 400 bébés, 400 nouveau-nés qui sont nés pendant ce siège. Donc il y a aussi cette idée de donner la vie, de maintenir en vie les nourrissons. Et ces femmes, régulièrement, donc je n'ai pas pu leur parler en direct, parce que les deux seuls endroits où il y avait une connexion Internet qui fonctionnait, c'était dans la bibliothèque et au sein du conseil local de Daraya. Et donc c'était des endroits essentiellement donc, occupés par les hommes et que les femmes donc n'osaient pas aller sur place. Donc moi je ne pouvais pas leur parler en direct puisqu'elles étaient dans les abris. En revanche, ce que je sais c'est que, et ça je l'ai su aussi à travers les photos qu'ils m'ont envoyées, c'est qu'ils rapportaient aux femmes et aux enfants régulièrement des livres, donc que les enfants et les femmes pouvaient lire dans le huis clos des maisons, que ces femmes étaient actives donc à travers les écoles qui se trouvaient dans des sous-sols souvent à proximité de leur domicile, que ces femmes étaient actives aussi pour certaines parmi les infirmières qui soignaient les blessés dans l'hôpital de campagne qui avait été aussi mis en place dans une cave de la ville. Et comme on l'a vu sur une des images qui a défilé tout à l'heure, ces femmes, entre guillemets, sortaient la tête des trous dès qu'il y avait une trêve. Parce qu'il y a eu, pendant toute cette période aussi, des moments de trêve. Et là, elles ressortaient dans la rue et elles allaient aux côtés des hommes pour se mobiliser, pour manifester, pour discuter et pour prendre connaissance de ce qui se passait en dehors des abris. Et dans le livre, et ça pour moi ça a été très important, j'ai voulu publier dans son intégralité une lettre que ces femmes ont signée, ont co-signée, pour la première fois avec leur vrai nom, donc avec tous les risques que cela pouvait encourir, puisque elles auraient pu à un moment donné aussi se faire arrêter par les forces du régime s'il y avait des incursions du régime. Et donc elles ont écrit un courrier magnifique, une pétition, un cri d'alerte, où elles appellent la communauté internationale au secours, où elles disent que si on ne se réveille pas, ça va se terminer en Guernica, où elles citent des exemples concrets, le fait de ne plus pouvoir allaiter à cause de la peur et du traumatisme psychologique, le fait d'être en malnutrition permanente, le fait d'être dans l'ombre, et cette lettre, elles l'ont envoyée sous forme de pétition à l'époque aux Nations Unies. Donc quelque part, moi je les appelle dans le livre, je les appelle les grandes invisibles. On ne les voit pas, mais par bribes, on les entend, et donc à ma façon, j'ai essayé de leur donner la parole dans ce chaos généralisé dès que j'arrivais à récupérer une petite miette d'informations les concernant. Merci. Mille et un merci pour ce que vous avez fait. Vous me donnez espoir. Bon, je suis libanaise, mais disons que je revis la guerre civile syrienne d'une façon encore plus déchirante. Et il arrive des moments où c'est tellement indicible que parfois je ne veux plus voir les nouvelles. Et vous m'avez donné espoir. Et grand merci, on a besoin d'espoir pour vivre. Mais vous n'avez pas répondu à la question que Madame a posée et que je voulais poser moi aussi. Ça, pas toutes les femmes allaitent et pas toutes les femmes enseignent enfin, à l'école. Il y a bien, je suis sûre, des jeunes du même âge qui ont besoin, elles aussi, de s'élever spirituellement et de lire. Et leur absence me gêne terriblement. Je veux dire, ça me rappelle trop une certaine gauche arabe, même parfois des gens qui s'appelaient marxistes, qui me disaient, bon, maintenant on est exilé dans le Golfe arabe, une fois par semaine,
on sort et on s'occupe de choses uniquement intellectuelles. Et je leur ai demandé, et vos femmes? Ils disent, oui, mais si on va amener nos femmes, ça va être gardet neswan. Comment tu traduirais ça? Une gardet neswan, adet neswan. Si on va amener nos femmes, ça va être un truc de bonne femme, quoi. Ça va être... non, je veux dire, c'est toujours cette propension dans la gauche arabe d'exclure les femmes de tout ce qui est intellectuel et spirituel, comme si elles n'avaient d'autres fonctions que d'être des progénitrices et de perpétuer la vie et de protéger la vie. Je pense que tant qu'on n'aura pas cassé ça, je crois qu'on ne va pas avancer. Mais je pense en l'occurrence que pour ces femmes, enfin, là c'est une configuration différente hein, pour ces femmes et ces jeunes, hein, ces hommes qui étaient là-bas, c'est que, pour tout vous dire, eux-mêmes ils ne savent pas s'ils sont de gauche, de droite, du milieu, d'ailleurs, parce que c'est des jeunes avant tout. Ils avaient 17 ans au moment de la Révolution. Exactement, c'est pour ça qu'on a besoin de femmes à cet âge, et de jeunes filles du même âge. Mais donc ça ne relève pas d'une certaine posture militante ou parti pris. C'est que voilà, c'était l'état dans lequel ils se trouvaient. Moi, ce que j'ai quand même trouvé intéressant, parce qu'il faut préciser, c'est vrai que Daraya, peut-être à l'inverse d'autres, enfin contrairement peut-être à d'autres villes, il y a quand même il y a beaucoup de traditions. Par exemple, en effet, les mariages à Daraya, d'après ce que j'ai compris avec mes discussions avec ces gens-là, les mariages, ça n'a jamais été vraiment des mariages mixtes. C'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. En même temps, moi, ce que je trouve formidable avec eux, encore une fois, c'est un échantillon que j'ai décidé de suivre, alors je ne sais pas s'il est représentatif ou pas, c'est qu'au fil des années, et c'est là où il y a quand même un message d'espoir, c'est que dans cette région où on bascule de plus en plus vers l'extrémisme, le traditionnalisme, le radicalisme, etc., eux, au fil des années, ils ont eu plutôt tendance à changer dans l'autre sens, à prendre leur distance sur la religion comme idéologie, à prendre leur distance sur les préjugés sociaux, économiques, cette idée que les femmes sont d'un côté, les hommes sont de l'autre. Et je vais vous citer un exemple concret. Donc l'un d'entre eux, qui s'appelle Jihad, qui maintenant vit à Gaziantep, celui qui a rejoint cette organisation qui travaille pour les casques blancs, il avait une amoureuse quand il était à Daraya, qui elle avait visité dans la ville voisine, assiégée la banlieue voisine de Moadamia. Et ils se rencontraient de temps en temps au checkpoint pour s'échanger des livres d'ailleurs. Bon, ils se sont jamais touchés, jamais embrassés, c'était une relation complètement idyllique. Et selon la tradition, ils s'étaient fait la promesse de se marier quand quand la guerre allait être terminée. Bon, il y a eu l'évacuation. Ils se retrouvent à ce moment-là à Istanbul. Et la famille de la jeune femme fait pression sur Jihad en disant voilà, maintenant il n'y a plus la guerre, il faut vous marier tout de suite. Or à ce moment-là, il n'a pas de travail et du coup, il est considéré comme étant pas si bon parti que ça. Et donc les parents lui font comprendre que s'il ne trouve pas un job, il n'arrivera pas à épouser leur fille. Donc la famille de la fille est assez traditionnelle. Et au final, il rompt ses fiançailles avec cette jeune femme qui s'appelle Zeina. Il repart à Gaziantep et il rencontre une jeune femme de Raqqa, une jeune rebelle de Raqqa, qui s'appelle Noura, qui est très libérée, qui est moitié kurde. Sa mère est d'origine kurde et son papa est de Raqqa. Et donc ils décident de se marier. Donc je suis allée assister au mariage récemment à Gaziantep et en effet il y a eu toute une controverse parce qu'une partie des copains de Daraya qui défendaient l'idée du mariage séparé ont voulu boycotter la cérémonie de mariage parce que pour la première fois parmi ce groupe d'amis, Jihad brisait les carcans et non seulement épousait une fille qui n'était pas du clan de Daraya mais d'une autre ville et en plus il faisait un mariage mixte. Mais il l'a quand même fait. Donc pour moi cet exemple il est assez intéressant parce que ça nous montre que malgré les pressions du clan, de la famille, de la société, etc., il y a quand même cette volonté d'aller de l'avant. Et donc c'est cette nouvelle génération comme celle de Jihad qui nous redonne quand même un peu confiance en ce que... par rapport à l'évolution des mœurs, je dirais. Encore, au fond là-bas, au
fond à gauche. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question assez concrète sur la sécurité. Peut-être que ça va rejoindre aussi les autres questions qui ont été posées plus tôt. Comment ils se passaient le mot? Comment ils assuraient leur propre sécurité? Comment ça s'est propagé d'un petit groupe d'amis à des utilisateurs de la bibliothèque? Comment concrètement ils ont géré ça? Est-ce qu'ils vous en ont parlé un petit peu? Et comment ils ont évité les incursions, bon, même si à la fin ils n'ont pas pu éviter d'être évacués. Et puis il y avait juste une petite remarque aussi sur... je trouve que c'est hyper fort, ça souligne aussi la dimension génocidaire, parce que la définition internationale du crime de génocide, c'est pas seulement la destruction d'un peuple, mais de ce qui fonde sa culture. Et toute leur initiative et tout leur combat, c'est assez beau comme lutte contre le génocide d'un dictateur contre son propre peuple. Donc, Pour répondre à la question sécuritaire, en fait, c'était très simple. Tout se faisait par le bouche à oreille, essentiellement. Et donc, ils avaient les combattants de l'armée syrienne libre qui, je dirais, qui sécurisaient, on va dire, la muraille de la ville. Mais ils n'étaient pas à l'abri des bombardements, en effet. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune enseigne géographique permettant de situer cette bibliothèque, qu'ils en ont très très peu parlé à l'époque, qu'elle était dans un sous-sol et qu'il fallait éviter à tout prix un bombardement ciblé, parce qu'on sait de quoi est capable le régime. On sait trop bien combien d'hôpitaux, notamment d'hôpitaux de campagne, ont été bombardés, notamment à Alep, sciemment bombardés. Et à un moment donné, ils ont eu peur parce que le bâtiment donc, qui abritait les sous-sols de cette bibliothèque a été attaqué. C'était un bâtiment de 5 étages, il y a 2-3 étages qui ont été réduits en miettes. Ça a nécessité aussi pas mal de travaux dans le sous-sol parce que les livres sont tombés, ont été crachés des étagères. Et là, ils se sont posé la question à ce moment-là, est-ce qu'il faut changer d'endroit? Mais est-ce qu'on risque pas d'être repéré non plus? Et finalement, ils ont préféré rester sur place, mais ils ont juste changé l'emplacement de la porte. On ne pouvait plus rentrer que de l'immeuble voisin par une porte intérieure, c'est-à-dire un trou creusé dans un mur, pour ne pas être exposé. Mais dès lors que quelqu'un se présentait à cette porte, c'était un principe de confiance, c'était du bouche à oreille. Mais ils étaient entre eux, en fait, c'est le principe du huis clos. C'est-à-dire que dans la ville, dans la banlieue de Daraya, ce n'était que des opposants au régime. Encore? Bonsoir. Moi, donc, j'ai lu le livre en octobre, quand il est sorti, et ma question, elle concerne plutôt la forme que le fond, même si voilà, on est d'accord sur le fond, effectivement, sur toutes les questions que vous soulevez. Dans les remerciements, vous adressez à une romancière qui vous a aidé à romancer, sans doute tout ça. Et ma question aujourd'hui, après plusieurs années finalement de guerre, avec, je dirais, une accoutumance des publics et des médias à cette violence finalement, ça ne fait plus grand-chose. Comment est-ce que vous avez travaillé pour romancer tout ça? Et est-ce que le journalisme aujourd'hui est encore en capacité de rendre compte de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui? Alors moi j'ai pas envie d'utiliser le terme romancé parce que ce n'est pas une fiction, c'est du réel. Donc voilà, donc l'idée c'est de conter avant tout, de narrer, tout simplement aussi de passer une histoire parce que mon rôle c'est de transmettre et de raconter ce qui s'est passé. Après oui, c'est ce qu'on appelle un récit du réel, c'est-à-dire que j'ai aussi fait tout un travail littéraire. J'ai pas voulu écrire ce livre comme on rédige un article. J'ai voulu me permettre aussi certaines réflexions personnelles sur le rôle de la littérature en temps de guerre, la littérature quand on vit sous un blocus. Donc je fais des références notamment au siège de Sarajevo, parce que aussi on en a discuté avec ces jeunes de Daraya. Je me suis replongée grâce à eux parce que c'était un ouvrage qu'ils avaient lu et qui est devenu un peu leur mantra pendant ce siège.
je me suis replongée dans la poésie de Mahmoud Darwish, notamment ce magnifique recueil, enfin ce long poème fleuve qui s'appelle L'état de siège, sur le siège de Ramallah en 2002. Donc je fais des références aussi à ce bijou, je dirais, parce que c'est vraiment un bijou littéraire. Et donc oui, c'est au-delà du travail donc, de recueil d'informations, de reconstitution d'un puzzle, de volonté, je dirais, d'assembler des bouts de vérité pour faire entendre l'absurdité de cette guerre. Il y a eu aussi un travail littéraire, d'écriture, pour trouver la juste voie, la voie la plus appropriée pour rendre justice à leur travail et rendre surtout hommage à leur expérience. Vous vous rappelez même d'un poème d'Arthur Rimbaud, n'est-ce pas? Oui, à un moment donné, j'évoque en effet le dormeur du Val de Rimbaud, parce que ça me renvoie aussi à moi, ce que j'ai pu lire dans ma jeunesse. Et tout d'un coup, ça fait écho à la situation, puisqu'en l'occurrence, l'un de ces jeunes, donc, qui était un combattant, est mort, vous voyez, Omar. Et moi, ce qui me frappe, et ce que j'essaye d'expliquer aussi en filigrane dans cet ouvrage, c'est de montrer qu'à quel point nous nous ressemblons tous. Ces jeunes, ça aurait pu... ça peut être... C'est vous, c'est moi, c'est un peu tout le monde. C'est des jeunes qui ont des références culturelles par rapport à leur religion, par rapport à leur pays, par rapport à leur quotidien. Mais ils ont aussi des références universelles. Puisque, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ils citent le siège de Sarajevo, ils citent Mahmoud Darwish, mais ils ont également, l'un d'entre eux, Ahmad, a lu Les Misérables de Victor Hugo. Ensuite, il a décidé de se replonger dans l'expérience de la Révolution française, pour justement s'enrichir aussi de cette expérience. Et c'est quelqu'un qui adore regarder et re-regarder et revisionner Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et il se passe en boucle la bande originale, parce que pour lui c'est une forme de ressource aussi. Il s'identifie presque à un moment donné à cette jeune fille bienveillante qui veut apporter le bien autour d'elle, et c'est toujours cette idée qu'il véhicule en permanence, c'est comment rester humain quand on peut si facilement basculer dans l'inhumain. Et il y a celui que vous appelez l'Ibn Khaldoun de Daraya. Oui, l'Ibn Khaldoun de Daraya, en effet, c'est le même, c'est Omar, qui est incroyable parce que c'est ce combattant qui n'avait jamais ouvert un livre de sa vie avant, et qui explique bien que les livres l'ont aidé à ne pas sombrer dans la démence. Les livres l'ont sauvé. Il aurait pu être tenté, comme certains autres, par le djihadisme, par la mort, parce que c'est tout ce qui reste, et jusqu'au bout il n'a jamais cessé de se ressourcer à travers les livres, à tel point que ses copains donc le surnommaient l'Ibn Khaldoun de Daraya, parce qu'il passait son temps à lire. Il avait une Kalachnikov dans une main et un recueil dans l'autre, et à la fin du siège, quand c'était de plus en plus violent, qu'il ne pouvait plus passer à la bibliothèque, donc il restait sur la ligne de front. Et il s'était confectionné ce qu'il appelait sa mini-bibliothèque. Et il avait toujours 10-12 ouvrages à portée de main, et qu'il lisait dans n'importe quel moment de répit. Et ses amis se moquaient de lui. Parfois, il lui apportait un thé chaud, et c'était vraiment précieux, le thé chaud. Il refusait de boire, il disait non, moi je suis en train de lire, je suis en train de me concentrer. Merci. Oui. Très connu par les Syriens, les majorités des habitants fabriquaient le mobilier. C'est-à-dire, c'était le mobilier, les chambres pour les maris, en fait. C'est-à-dire rappeler la joie des Syriens. La majorité des Syriens allaient à Daraya. En fait, cette joie-là, ça a été vécu à 100%, n'est-ce pas? Comment vous expliquez le silence international que la révolution syrienne, après 7 ans, n'arrivait pas à trouver les sympathies de forces internationales? Au contraire, c'est-à-dire maintenant, les Américains ils coupent une partie des ressorts, les pétroles, et la Russie une partie de Tartous. C'est-à-dire ils sont en train d'aider Bachar al-Assad pour continuer son travail dans le génocide syrien. Et comment vous expliquez ça en fait? Merci.
moi, ce que je vois de mon point de vue, et quand j'entends les diplomates occidentaux, il y a une certaine forme de lassitude d'abord, parce que ça fait 7 ans. Il y a une certaine forme de cynisme, que eux ils appellent la real politique, et donc ils partent du principe que si on est obligé de participer à une normalisation avec Bachar al-Assad pour lutter contre Daesh, on va y aller, et tout ça a joué au détriment de la société civile et des actions civiques qui ont été menées de part et d'autre, parce qu'encore une fois, Daria, ce n'est qu'un exemple. Moi, au quotidien, je discute avec des gens qui sont à Idlib, qui ne sont pas du tout avec Jabhat al-Nusra, qui ne sont pas du tout avec le régime, qui dirigent des radios, des écoles, des conseils locaux. Il faut rappeler que dans la ville de Salakeb, qui a encore été bombardée aujourd'hui, il y a eu des élections au conseil civil de Salakeb cet été, au moment même où Hayat Tahrir al-Sham récupérait une trentaine de localités sur Idlib. Mais malheureusement, je me rends compte, ça intéresse de moins en moins. Ça intéresse aussi de moins en moins nos journaux, et nous-mêmes en tant que reporters, c'est aussi un combat au quotidien pour essayer de faire passer ce genre d'articles et ce genre d'informations, parce que s'il n'y a pas Daesh ou Bachar dans un titre, c'est pas sexy, et donc c'est moins intéressant. D'où l'importance des livres aussi. Merci. Oui, merci beaucoup pour ce travail remarquable qui nous restitue cette belle leçon de vie et d'espoir. Je n'ai pas encore lu votre livre, ça ne saurait tarder, qui aidera, je pense que votre travail aidera, je l'espère en tout cas, à construire ce mémorial à Daraya, à la mémoire donc de ce travail de ces jeunes. Je n'ai pas donc encore lu le livre, d'où ma question, est-ce que, à votre connaissance, il y avait une sélection de fait par ces jeunes des livres à conserver dans cette bibliothèque, ou est-ce qu'ils conservaient tout ce qu'ils trouvaient en bon état dans les ruines, ce qui reviendrait à dire, est-ce qu'il y avait des tendances philosophiques, idéologiques au sein de ce groupe de jeunes? Merci. Merci pour cette question, parce qu'en effet, je leur ai posé la question. Et ce qui était très intéressant, c'est que donc il y avait un parti pris qui était de s'offrir le luxe de tout lire et d'imposer aucune limite. Et comme je le disais tout à l'heure, il y avait des ouvrages de théologie, il y avait des ouvrages rédigés par des penseurs issus des frères musulmans, mais il y avait aussi de la littérature occidentale, il y avait des ouvrages d'Ibn Khaldoun qui permettaient de s'inspirer aussi de ce grand sociologue tunisien. Et donc il n'y a pas eu de censure. À ma connaissance, en tout cas, dans le livre aussi j'ai fait un choix, j'ai pas pu citer tout le monde, mais parmi tous ces jeunes avec qui j'ai dû discuter avec au moins plus de 50 jeunes. Il n'y a jamais eu de pages déchirées ou d'ouvrages occultés parce que ça ne collait pas à un certain état d'esprit. Parce que pour eux, leur état d'esprit, c'était quoi? C'était justement la pensée plurielle, l'ouverture au débat. Et alors, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est qu'ils visionnaient aussi des films. Et ils regardaient de tout. Ils regardaient des films rattachés à des idées de démocratie laïque. À un moment donné, certains d'entre eux se sont aussi intéressés. Il faut rappeler qu'au début de la Révolution, on parlait beaucoup du modèle turc. Donc ils se sont intéressés à cette expérience de démocratie, d'islam démocratique. Certains d'entre eux en sont revenus, d'autres ont continué à quand même être inspirés par ce genre d'idées. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait toujours un débat. Ça faisait tout le temps débat. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que les ouvrages qu'ils n'avaient pas au sein de la bibliothèque, puisque c'était limité aux ouvrages qu'ils trouvaient, eh bien ils ont commencé à aller les télécharger sur l'internet et à récupérer, bon alors maintenant il y a des ouvrages qui sont payants qu'on ne peut pas récupérer, mais à récupérer tout ce qui était en circulation libre. Moi à un moment donné j'ai eu une longue discussion justement avec Omar Ibn Khaldoun de Daraya, qui rêvait de lire Le Prince de Machiavel. Malheureusement il est mort trop tôt et je lui avais promis de lui envoyer, je ne l'ai pas trouvé, donc ça ne s'est jamais fait, mais en tout cas ça vous montre le désir de lecture et de la soif de connaissance par rapport à ce qu'il vivait et cette volonté de s'instruire. Un autre djihad, celui qui vit à Gaziantep maintenant, c'est même à un moment donné inscrit à des cours à distance avec une université pour apprendre le management.
Donc en permanence, il y avait cette volonté d'apprendre. Et je fais une comparaison à un moment donné avec la Seconde Guerre mondiale. Et étonnamment, ça mériterait une recherche en soi, hein, mais étonnamment, d'après ce que j'ai découvert, c'est que il y avait plus de restrictions dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que dans les pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des tranchées. Oui. C'est pas celle de la Première Guerre. Voilà, ça n'existe plus dans nos guerres actuelles maintenant. Et donc il y avait la bibliothèque Franklin, donc une institution qui distribuait des livres aux soldats. Mais c'était très très cadré et c'était justement souvent orienté à but idéologique pour booster le moral des troupes, avant tout. Donc on excluait les ouvrages qui pouvaient susciter une certaine sensibilité. Or, en l'occurrence, là, je vous parlais de La coquille de Mustapha Khalizifeh. Malheureusement, il n'y a pas plus déprimant et désolant que ce genre d'ouvrage. Et pourtant, ils ont lu cet ouvrage, ils ont appris beaucoup avec. Et à l'époque aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas l'Internet. Et l'Internet, paradoxalement, au moment où ils étaient complètement coupés du monde, l'Internet a permis de maintenir en permanence une fenêtre d'ouverture sur le monde. Et ça, c'est surréaliste, c'est vraiment cette nouvelle génération. Et encore une fois, il y avait tout le temps des coupures de courant, c'était bricolé, on faisait du fioul à partir du plastique pour alimenter les groupes électrogènes qui permettaient d'alimenter les ordinateurs, de se connecter aux petites antennes satellitaires qu'ils avaient fait rentrer à Daraya au tout début de la Révolution. Et tout ça avec ce système D, ce bidouillage permanent. Grâce à ça, ils ont réussi en permanence à garder justement cette fenêtre d'ouverture sur le monde et à s'instruire. Merci. Une dernière question. Vraiment une dernière. Ou avant-dernière. D'abord, merci beaucoup. C'est très beau de voir des gens réunis autour de la culture. En tout cas, c'est très beau. Alors, je fais un parallèle, je suis égyptienne. Je fais un parallèle avec ce qui se passe en Égypte et les lumières qui s'allumeraient dans mon esprit par rapport à ce que j'ai vu côté égyptien. Et je rejoins pleinement Hala sur la lumière qui s'est réveillée en moi, c'est où sont les femmes? Et pour moi, ça, c'est très parlant, contrairement à toutes les explications qu'on peut donner. C'est très parlant, c'est très inquiétant. Et si j'étais moi un reporter, je creuserais là-dessus pour savoir si c'est une chose que j'ai moi pas vue et qui existe, auquel cas je suis rassurée, ou si c'est une chose qui effectivement manquait et qui serait en fait, pour moi, qui serait d'autant plus explicitée par la petite anecdote que vous avez racontée sur le mariage. Il est sorti de son clan, il est sorti de son entourage, c'était mal vu. Il y a plusieurs lumières comme ça. Il y a un nom que vous avez cité qui était Abu Abdelrahman Essouri. Pourquoi a-t-on besoin d'être ou Aouchemi? Ça aussi, ça a réveillé une lumière dans mon esprit. Je ne dis pas autre chose que le fait qu'il faut que nous soyons tous extrêmement vigilants, mais extrêmement vigilants, parce que j'ai vu ça en Égypte. Et pour finir, dans une note un peu plus optimiste, je vous raconterai cette histoire ici à Paris, d'un groupe d'Égyptiens très simple, très naïf, et qui a voulu organiser une association, et qui m'a appelé donc Doctora, est-ce que vous voulez bien nous aider? Et moi, bien sûr, je vous aide, simplement il y a des règles. Vous ne transmettez pas mon numéro de téléphone, mon adresse email, etc. Je veux contrôler quand même l'accès à ma personne. Et la réponse a été, surtout ne vous en faites pas, doctora. Le chat room qui est ouvert uniquement aux hommes pour le moment. Voilà. Il y a une question là-bas. Et puis vraiment, on doit arrêter parce que, comme je vous ai dit, il y a la signature. Et on doit terminer à 19h parce qu'on reçoit les femmes du bus de la liberté qui sont venues de Londres exprès pour parler et pour nous expliquer la situation des détenus
et il est disparu surtout. Ce sont des femmes, des filles, des sœurs de personnes disparues. Elles arriveront ici à 19h. Donc il faut vraiment, d'abord, j'espère que vous resterez ici et que Delphine va signer son livre au fond, disons, une fois que vous avez répondu à la dernière question. Et puis, à 19h, nous aurons nos amis. Lors de la nuit de la poésie à l'Institut du monde arabe, une actrice française a lu quelques fragments de votre livre. Et nous avons vu une réaction assez intéressante et forte de la part du public par rapport à ces fragments de livres qui ont été lus. Ma question est la suivante. Au moment même où le soufflet un peu baisse concernant le soutien à ce qui se passe en Syrie, notamment en France, où les rassemblements classiques connaissent un reflux, est-ce que vous ne pensez pas que ce type de partage, qui pourrait être multiplié dans d'autres lieux, dans d'autres régions, est finalement une arme importante pour maintenir ces fragments de mémoire plurielle, collective, qu'on tente un peu en ce moment d'enfouir? Oui, bien sûr, c'est important. Je pense que c'est important d'immortaliser cette mémoire qui est en cours de destruction, malheureusement. Enfin, vous êtes certainement au courant de ce qui se passe aujourd'hui avec YouTube aussi, où on commence à effacer des fragments de... Ah, on n'entend pas Oui, immortaliser la mémoire, c'est fondamental. Et surtout au moment où cette mémoire est menacée d'être effacée. On voit ce qui se passe avec YouTube en ce moment, qui commence à nettoyer certaines vidéos. Et je sais que de part et d'autre, il y a plein d'initiatives en cours, des collectifs, de personnes, des associations qui essayent de préserver tous ces fragments de mémoire pour pouvoir reconstituer le puzzle et pour que que ce soit immortalisé. C'est indispensable et je pense que ça relève aussi de notre rôle à nous, journalistes, au-delà du travail d'information quotidienne. Nous sommes là pour transmettre. Nous sommes là pour pas pour donner notre point de vue, mais pour raconter, transmettre des histoires. Après, c'est à vous, auditeurs, lecteurs, d'en faire votre propre analyse. Mais en tout cas, nous sommes parfois aussi vos yeux. Nous sommes là où vous ne pouvez pas aller. Nous tendons l'oreille, nous regardons, nous écoutons et nous vous transmettons. Et nous jouerons un peu ce rôle de passeur. Et donc voilà, moi malheureusement j'étais pas à la nuit de la poésie parce que ce jour-là j'étais justement à Gaziantep pour le mariage de ce jeune de Daraya, pour continuer à aussi suivre leur histoire. Mais j'essaye au maximum en tout cas de répondre aux invitations comme aujourd'hui pour partager cette expérience. Parce que cette expérience c'est juste une petite goutte dans un océan. Et il y a plein d'autres histoires comme ça qui méritent des articles, des livres. Il y a des radios, j'évoquais les radios tout à l'heure. Il y a une radio incroyable à Idlib qui s'appelle Fresh Radio, dirigée par Raed Fares à Kafranbel. Vous avez certainement suivi tous ces slogans assez humoristiques qui ont été lancés depuis le début de la Révolution. Et dans cette radio, je peux vous dire qu'il se bat au quotidien. Vous parliez des femmes tout à l'heure. Il a reçu à un moment donné des menaces, donc c'était à l'époque de Jabhat al-Nusra. On lui a pris ses antennes satellitaires, il s'est fait arrêter, ensuite il a été libéré, mais la condition était la suivante, il faut arrêter la musique à l'antenne, et il faut virer toutes les femmes. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est très féministe et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour répondre aux inquiétudes des femmes qui m'ont interrogé tout à l'heure. Pardon? Et des hommes aussi. Oui, oui, on espère l'inquiétude des hommes aussi. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de garder les femmes dans la radio. Il a utilisé des transformateurs de voix. Donc elles passent à l'antenne, mais les voix sont transformées. Donc ça ne heurte pas les oreilles de certaines sensibilités radicales. Voilà. Et il a remplacé, donc il ne pouvait plus passer de musique parce que c'était considéré comme étant pro-occidental, etc. Donc il est allé sur YouTube, il a récupéré des sons animaliers, donc de rhinocéros, de crocodiles, et donc il en a fait des jingles. Et c'était un gros pied de nez aux islamistes.
Mais il continue malgré tout. Ouais. Merci beaucoup.